Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, ou je devrais dire 2 semaines, parce que ça fait 2 semaines depuis le dernier Texama Show. Il n'y avait pas de news intéressantes, donc j'ai laissé s'accumuler des news, et maintenant nous avons, selon moi, pas mal de news qui en valent la peine. On a par exemple un coup dur pour Denuvo, ce qui est une bonne nouvelle selon moi. Le Metaverse qui est fini, une autre bonne nouvelle selon moi. Steam qui va rajouter un estimateur d'FPS selon votre config quand vous voulez acheter un jeu. Très cool. On a pas mal de news au niveau hardware, notamment les tests des Snapdragon X2 qui sont enfin sortis, donc ça c'est plutôt cool. Le H264 qui va coûter de plus en plus cher. Des news au niveau de Copilot qui sont positives, oui, pour une fois. Et plein d'autres news en tout genre. Il y en a vraiment pour tout le monde ici, donc vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Et je rappelle aussi évidemment que ce texte est un show disponible sur la plupart des plateformes de podcast, y compris d'ailleurs YouTube Music. Il y en a qui avaient demandé dans les commentaires. C'est normalement disponible sur YouTube Music aussi. Donc si vous utilisez la plateforme, vous pouvez écouter le Texama Show sans avoir la vidéo. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on commence par du nettoyage de printemps. À force de faire des vidéos tech, j'accumule pas mal de produits qui des fois n'ont plus un intérêt pour faire d'autres vidéos ou qui sont peut-être redondants parce que j'ai d'autres produits qui sont plus intéressants pour de futures vidéos. Et donc, je fais une petite vente de temps en temps. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous avez un lien dans la description. Donc, voici ce qui est un petit peu en vente. On a du téléphone, on a un ordinateur portable avec de la RAM, oui. Dans cette économie, c'est incroyable. On a aussi le GMK Tech, celui avec le Ryzen AI Max Plus 395. Je le vends parce que je suis de Minis Forum qui a 128 Go de RAM, donc il est plus intéressant pour des vidéos. Et le GMK Tech traîne là, et donc c'est un petit peu triste. Je préfère qu'il aille à quelqu'un qui va faire quelque chose avec. Et en général, tous les prix, si vous regardez, je regarde le prix d'occasion pour tout ce que je vends sur eBay et tout ça. Et puis, je mets juste un petit peu en dessous de ça. Donc, selon moi, c'est souvent des bons deals. Il y a même beaucoup de produits qui, des fois, sont à peine utilisés parce que j'ai juste fait la vidéo dessus, je l'ai remis dans sa boîte et il n'a pas bougé depuis. Donc, selon moi, il y a d'assez bons deals dans cette liste-là pour ceux qui seraient intéressés. J'ai même des caméras maintenant parce que j'ai mon bon vieux Sony A7 Mark III qui était ma première caméra full frame que j'avais eu en 2018, si je me souviens bien, juste avant d'aller en Islande avec Pierre et Bill Silverlight, pour ceux qui ont la référence. Pas beaucoup de gens, à mon avis, le savent, mais bon. Dans tous les cas, c'est ma toute première caméra full frame. Elle a surtout été utilisée pour la vidéo. Donc le shutter a... Je ne sais plus combien il y a de shutter click, faudrait que je regarde. Je ne l'ai pas mis sur le document de vente, mais il n'a pas beaucoup tourné non plus. Donc selon moi, ça en vaut la peine parce que le shutter, c'est ce petit truc qui se rabat devant le capteur pour ceux qui se demandent et qui permet de prendre la photo parce que ça coupe la lumière. Donc ça permet d'exposer le capteur seulement pendant une fraction de seconde. On a des shutters électroniques et cette caméra en a un d'ailleurs, mais le shutter électronique bien souvent a un effet de, comment ça s'appelle, de rolling shutter justement, alors que le shutter mécanique, l'avantage c'est qu'il est parfait à chaque fois. Sauf que comme c'est mécanique, ça finit par s'abîmer. Mais bon, là je ne l'ai pas trop utilisé personnellement et la caméra est en très bon état. Selon moi, euh, là l'écran, il n'y a aucune griffe dessus, il n'y a rien, aucune grosse griffe ou autre chose, j'arrive même pas à voir. Il y a des mini traces ici, mais je suis sûr qu'on peut les enlever, donc très bon état, je prends soin de mes caméras, j'ai même encore la boîte d'origine et tout ça. Donc pour ceux qui seraient intéressés, j'ai d'autres produits un petit peu dans le genre. Donc encore une fois, il y a la caméra Sony, il y a une autre caméra Sony, il y a aussi la caméra Blackmagic 4K et même un Atem Mini Extreme, mais bon, ça c'est vraiment spécifique. Les téléphones et je pense aussi l'ordinateur portable pour intéresser pas mal de gens. Et selon moi, les prix, encore une fois, sont intéressants. Surtout pour les téléphones, ils sont basiquement neufs et je les vends moins cher que si vous alliez les acheter sur Internet. Donc ma foi, si vous êtes intéressé, vous avez un lien dans la description avec les informations de contact et les informations de comment ça marche. Ce n'est pas un système d'enchères d'ailleurs, donc c'est premier arrivé, premier servi. Et une petite news rapide d'ailleurs, on a sorti un nouveau podcast sur mémoire vive, donc pour ceux qui seraient intéressés, on parle un petit peu notamment processeur AMD et aussi des data centers dans l'espace et une idée d'Elon Musk. Donc ça, on en parle pas mal justement dans cette vidéo-là. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description, je vous mettrai normalement vers le podcast. Et si vous tapez Mémoire vive podcast sur toutes les plateformes de podcast, vous devriez aussi le trouver parce qu'on le sort sur toutes les plateformes de podcast. Quand Gauthier n'oublie pas de le sortir sur les plateformes de podcast. Mais bon, ça, c'est pas ma responsabilité. Et on commence par la vraie première news de la semaine et c'est au niveau d'un coup dur pour Denuvo. Denuvo, c'est évidemment ce système anti-crack, anti-cheat pendant que je fais tomber quelque chose à terre, qui permet de tout simplement protéger les jeux. Et le problème avec Denuvo, et la raison pour laquelle il n'est pas très apprécié par la communauté, c'est que premièrement, il rajoute des prérequis sur votre système, donc tous les systèmes ne sont pas compatibles. Il rajoute aussi une charge sur le système, donc les petits PC peuvent avoir des moins bonnes performances à cause de Denuvo, parce que Denuvo doit tourner en permanence pour garantir que vous n'êtes pas en train de cheater ou de craquer le jeu.
Et le truc, c'est que des nouveaux était un système qui était vraiment dur à craquer, même s'il a été craqué par le passé, mais ça prenait énormément de temps, se dire qu'il était vraiment fonctionnel, et c'est pour ça que certains développeurs continuent d'utiliser. Mais récemment, c'est justement la news, Resident Evil Requiem a été craqué en seulement 41 jours, ce qui est très rapide pour information pour craquer justement des nouveaux qui étaient considérés encore une fois comme un système très sécurisé. Et donc ça commence un petit peu à sonner la fin de ce système des nouveaux parce que si vous êtes développeur et que vous utilisez des nouveaux et que vous voyez qu'il est craqué en à peine 41 jours, et ça veut dire que aussi les gens pourront télécharger légalement votre jeu, mais ça veut dire aussi que des systèmes de cheat pourront être utilisés certainement pour contourner le système des nouveaux. Ouais, ça veut dire que rajouter ça à votre jeu, punir vos utilisateurs, parce que encore une fois, ça rajoute de la charge, ça rajoute des problèmes, ça n'en vaudra pas la peine. Parce que aussi bien en même pas 30 jours, 40 jours, le des nouveaux sera craqué pour votre jeu et vous perdrez tous les avantages que vous aviez justement accumulés, on va dire, avec justement l'intégration de des nouveaux. Alors, selon moi, c'est une très bonne nouvelle. J'ai déjà dit plein de fois par le passé, je le redirai toujours. Beaucoup de ces systèmes de protection de jeu sont plus punitif auprès des consommateurs que au final auprès des gens qui vont craquer le jeu ou même les cheaters. Donc ça va vous rajoute beaucoup de problèmes, ça vous rajoute des problèmes de performance, au point que ça a déjà été prouvé, hein. Certains jeux qui avaient des systèmes anti-cheat tournaient moins bien que la version craquée, parce que la version craquée n'avait pas tous les trucs qui protègent, on va dire, le jeu, et donc c'était beaucoup plus facile à faire tourner. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Vous avez aussi le problème que là, ils ont rajouté des nouveaux un jeu qui est en solo. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est clairement pas pour empêcher le cheat parce que ça ne veut rien dire sur un jeu en solo. Donc, c'est vraiment juste pour empêcher les gens de craquer le jeu. Et le truc, c'est que personnellement, je trouve que pouvoir pirater un jeu, déjà, ça n'a jamais vraiment été prouvé à 100% que le fait qu'un jeu puisse être piraté facilement va faire perdre énormément de ventes aux développeurs. Parce il y a autant d'exemples de, oui, il y a des gens qui ont craqué le jeu et du coup, il y a une vente qui a été perdue. Mais il y a autant d'exemples aussi de gens qui ont craqué le jeu et qui étaient en mode, oh, c'est un bon jeu, je vais l'acheter, tiens, finalement. Il y a plein d'exemples comme ça. Personnellement, Minecraft, la première fois que j'ai vu, j'étais en mode, ok, je vais essayer un petit peu. J'ai pris une version craquée, je vais être très honnête. J'ai regardé comment c'était. J'ai vraiment aimé le jeu et je l'ai acheté directement. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes comme moi. Et le truc aussi, c'est que beaucoup de gens qui vont des fois craquer les jeux n'avaient tout simplement des fois pas les moyens d'acheter le jeu de toute manière. Donc c'est-à-dire que même si il n'y avait pas une version craquée qui existait, aussi bien il n'aurait jamais acheté. Et donc, derrière, le fait qu'ils puissent peut-être craquer le jeu fait en sorte qu'ils découvrent le jeu et qu'ils sont en mode oh, finalement, j'adore ce jeu-là. Et quand il y en a un nouveau qui sort, peut-être qu'ils vont même l'acheter. Donc, le truc, encore une fois, il y a pas mal de débats là-dessus sur le fait que oh, est-ce que ça fait perdre des ventes ou autre chose. Mais selon moi, c'est juste surtout ce qu'on voit avec l'industrie du jeu vidéo en ce moment, avec par exemple The Crew. Hein, vous achetez un jeu, puis finalement, le développeur est en mode non, il t'appartient plus parce que voilà, le jeu est fini. Donc, on n'a plus envie de le supporter dans le temps et on ne sort même pas une version que tu peux jouer juste en solo, non? Donc voilà, donc ce que tu as acheté, ça ne vaut plus rien. Donc si acheter un jeu veut dire qu'on ne possède pas ce jeu, ben, craquer ce jeu veut dire on ne le vole pas parce que de toute façon on ne le possédait pas au début en l'achetant. Donc voilà, c'est juste mon avis personnellement, mais c'est une très bonne chose, selon moi encore une fois, que des nouveaux va certainement arrêter d'être utilisé par l'industrie. Ensuite, nous avons une news sur le metaverse qui est basiquement mort. Après 70 milliards de dollars investis, Mark Zuckerberg, qui pendant des années a dit le metaverse c'est le futur, et bien Meta a tout simplement décidé d'arrêter d'investir là-dedans parce qu'il voyait que clairement ça ne menait nulle part. Or, en réalité, la raison c'est aussi pour investir dans un marché qui est beaucoup plus lucratif, ou en tout cas les gens sont plus intéressés, c'est évidemment le marché de l'IA, donc tenez-en compte, mais c'est aussi parce que le metaverse n'a juste rien rapporté. Encore une fois, ils ont investi 70 milliards de dollars. Et quand il y avait eu des analyses faites sur le nombre de personnes qui utilisaient vraiment le metaverse, parce qu'il y a des trucs qui sont sortis, les estimations étaient extrêmement basses. Au point même que des fois, il y avait juste quelques centaines de personnes qui étaient dessus, ce qui est abusé. Le metaverse, pour ceux qui se demandent, c'était selon Meta, et c'est d'ailleurs même pour ça qu'ils ont changé leur nom. C'est assez abusé quand on y pense, parce que Facebook, c'était Facebook, et puis ils ont créé une société mère qui s'appelle Meta pour mettre Instagram et tout ça en dessous. Et du coup, le metaverse, c'était un petit peu la raison pour laquelle ils ont choisi ce nom Meta, parce que pour eux, c'était vraiment le futur. Et le metaverse, c'était tout simplement créer un monde virtuel.
un monde virtuel dans lequel vous pouvez interagir avec des gens, vous pouvez acheter même des propriétés, oui, réellement avec de l'argent réel et vivre dedans. Vraiment un monde secondaire. Et le truc, c'est que, bah, encore une fois, c'était pas très populaire. Le truc, c'est que c'était très dépendant du succès aussi de tout ce qui est casque de réalité virtuelle. Et on le sait, les casques de réalité virtuelle ils sont pas mal, mais ils sont pas encore là. Je pense que le jour où vraiment vous pourrez avoir juste une paire de lunettes comme ça, juste vous la mettez sur votre nez et l'entièreté de votre champ de vision, pas juste un petit carré dans les lunettes, mais l'entièreté du champ de vision est genre un truc de réalité augmentée où vous appuyez sur un bouton, les verres deviennent opaques et ça devient un truc de réalité virtuelle. Là, le jour où on a ça, ou même carrément des lentilles, alors là, ce serait incroyable. Là, je pense qu'on pourra commencer à reparler justement d'un metaverse. Les jeux VR et tout ça, c'est intéressant, même si on a un casque un peu plus gros. Mais vraiment, le problème juste du métavers, c'est que c'est juste pas pratique. Et en général, la technologie qui n'est pas pratique, les gens n'en veulent pas. Un téléphone, le smartphone, quand il est arrivé, très pratique. Vous avez un ordinateur dans votre poche, hyper pratique. Et il fait lecteur MP3, vous pouvez regarder des vidéos et tout ça. C'est hyper pratique. La 3D arrive sur la TV, il faut mettre des lunettes. Si tu n'as pas les lunettes, tu vois pas la 3D, tu peux même des fois même pas regarder l'écran. Les lunettes sont gênantes parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des lunettes parce qu'ils n'ont jamais de lunettes. Ben ça, ce n'est pas pratique. Ben c'est mis de côté. Et si vous regardez souvent au niveau des technologies, c'est toujours comme ça. Si quelque chose ne s'intègre pas dans la vie des gens facilement, si c'est pas pratique, ben ça finit à la poubelle tout simplement. Et donc là, le truc c'est que le metaverse, encore une fois, comme la VR était juste pas pratique, c'est bien dans certains marchés, dans certains trucs de niche, mais comme c'est pas pratique pour la plupart des gens et que ça coûte cher en plus, ben les gens sont juste en mode non, ça ne m'intéresse pas. Mais le jour, par contre, encore une fois, où vous pourrez juste acheter genre des lentilles de contact pour 50 balles ou une paire de lunettes comme ça pour encore une fois 50 balles et vous pouvez vous mettre dans un environnement virtuel ou réalité augmentée, mais là, je pense que là, on pourra en reparler. Mais pour le moment, ouais, c'est un petit peu mort. Je pense qu'ils étaient juste trop à l'avance, genre vraiment trop à l'avance. Euh, c'est un peu des fois le problème de certaines entreprises. Ils ont une bonne vision du futur, c'est juste qu'ils sont un peu trop dans le futur et le présent n'a juste pas encore rattrapé ce futur. Ensuite, nous avons Steam qui va intégrer un estimateur d'FPS avant d'acheter un jeu. Donc tout simplement, vous pourrez, avant d'acheter un jeu, regarder et dire, OK, selon ta config, tu as peut-être, je sais pas, une RTX 3060, un Core i7, je sais pas moi, de 11e génération ou 12e génération, eh bien, tu peux avoir voilà, 100 FPS dans ce jeu. Et comment ils vont faire ça? Pour ceux qui se demandent, eh bien tout simplement parce que Steam est certainement la plus large base de données qui existe au monde de tout ce qui est PC gamer. Ils ont énormément d'utilisateurs qui ont tous des PC différents et Steam collecte des données sur comment ben, les gens utilisent leur PC pour jouer. Ils savent quel genre de config ils ont, exactement même. Ils savent même les paramètres graphiques qu'ils ont dans le jeu, donc ils savent s'ils jouent en 1440p, en 4K et tout ça. Ils savent même les drivers et tout. Donc, avec toutes ces informations, et en plus le fait que Steam a un overlay pour voir le FPS, donc ils connaissent le FPS, eh bien, ils peuvent ben, se dire, OK, ben, la majorité des utilisateurs d'RTX 3060 dans ce jeu ont 100 FPS en 1440p. Eh bien, quand vous allez sur la page du jeu, et Steam connaît votre config, il connaît même la résolution de votre écran, il pourra dire, OK, si tu veux jouer en 1440p, tu auras 100 FPS. Et donc, c'est tout à fait logique. La collecte de données, évidemment, c'est pas toujours cool que vous ayez des entreprises qui collectent des données, mais je trouve que Valve est déjà beaucoup plus respectueux. Et collecter des données d'utilisation pour ce genre de cas d'utilisation, ben, je trouve ça que c'est une bonne justement utilisation des données des gens. Donc ça, personnellement, en tout cas, je n'aurais aucun problème à ce que Valve utilise les données de mon PC pour estimer justement le FPS des gens. Donc dans le futur, dans un futur proche, on pourrait avoir arrivé surtout ben, justement cet outil d'estimation d'FPS qui vous dira avant d'acheter un jeu combien vous pouvez avoir d'FPS. Et ça permettra aux gens de juste se faire une idée, de se dire, oh ok, je vais avoir autant d'FPS. Ce qui pourrait être bien aussi, c'est juste demander sur Steam, indiquer une config qu'on peut peut-être acheter et qui nous indique le FPS qu'on pourrait avoir, ça pourrait être cool. Alors tenez compte que ce sera certainement des estimations, ce sera pas genre tu auras 135 FPS exactement, ce sera plutôt genre tu peux avoir entre 100 et 150 FPS, je vois bien ça arriver parce que déjà ça varie dans les jeux selon là où vous êtes dans le jeu, ça varie selon plusieurs facteurs parce que vous pouvez avoir deux personnes qui ont la même config mais qui n'ont pas le même FPS parce que juste il y a des différences même au niveau
du CPU, même si c'est le même CPU. Des fois, il y en a un qui booste un petit peu plus haut, ou il y a une carte graphique qui booste un petit peu plus haut. Elle est mieux refroidie aussi, parce que ça peut être, oui, la même carte graphique, mais vous pouvez avoir un modèle 2 ventilateurs, un modèle 3 ventilateurs, forcément, ça va pas forcément être les mêmes performances. Donc, tenez en compte de tout ça. Voilà, ce sera juste une estimation, mais une estimation, c'est mieux que juste aucune information. Donc, honnêtement, moi, je trouve ça que c'est une bonne chose et j'espère que ça arrivera assez vite justement sur Steam parce que ça pourrait aider justement beaucoup de gens à juste décider s'ils veulent acheter un jeu. Ah, et tenez compte aussi que Steam a une très bonne politique de remboursement qui vous permet de rembourser n'importe quel jeu sans aucune question posée. Si vous avez un temps de jeu qui est en dessous de 2 heures, c'est bien le temps de jeu, pas le temps qu'il a fallu pour télécharger le jeu ou autre chose, c'est le temps réel dans le jeu. Alors, évidemment, si vous passez du temps dans les paramètres graphiques pour essayer de régler les paramètres graphiques, ça tient compte quand même, ça rentre dans le temps de jeu. Mais derrière, ça vous permet de, si vous achetez le dernier jeu AAA qui vient de sortir et que les développeurs ont fait de la merde et que le FPS n'est pas bon, ben, si vous êtes encore en dessous des 2 heures, ben, n'hésitez pas à demander pour vous faire rembourser. Après, ils ont aussi fait des exceptions par le passé pour certains jeux qui étaient vraiment très mal optimisés, même si les gens avaient fait 10 heures de jeu dessus, comme il était tellement mal optimisé, ils avaient tout simplement décidé de les rembourser quand même. Mais bon, ne comptez pas non plus trop là-dessus. Restez en dessous des 2 heures de jeu. Donc, dès que vous avez un jeu, testez-le directement, voir s'il tourne bien. S'il tourne mal, ben, n'hésitez pas à vous faire rembourser, franchement. Ensuite, on a une news qui concerne le H264 qui va augmenter en prix. Alors, il y en a qui vont être un petit peu confus, je pense, parce que déjà, qu'est-ce que le H264? Le H264 est un standard qui permet de compresser des vidéos, encoder des vidéos, et il est très utilisé dans le streaming. Basiquement, toutes les vidéos que vous voyez sur TikTok, Instagram, si vous regardez des lives sur Twitch, c'est compressé via le H264. Donc, c'est utilisé pratiquement partout. La seule grosse entreprise qui fait de la vidéo qui utilise pas, en tout cas qui utilise beaucoup moins le H264, c'est Google parce qu'ils sont passés au VP9 depuis pas mal d'années. Et donc, vous avez pas mal de vidéos justement qui utilisent le VP9, mais ils utilisent toujours le H264. Donc, oui, le H264, il est dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Et le truc, c'est que le format est très vieux. Et c'est justement ce qui va rajouter la confusion pour certaines personnes, puis ils vont se dire, mais le H264, c'est hyper vieux, ça existe depuis hyper longtemps. Ça existe depuis 23 ans. Le standard a été finalisé il y a 23 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, un vieux truc de 23 ans continue d'être payant maintenant et il va augmenter en prix. Et quelle est l'entreprise derrière cette augmentation de prix à qui appartient, en tout cas en partie, le H264, qui a une majorité de part là-dessus? C'est Nokia. Donc oui, ça fait référence à la news récemment qu'on avait eu avec Asus et c'était Gigabyte qui avait dû retirer leur ordi portable de la vente en Allemagne parce qu'ils ne voulaient pas payer la licence H265 ou en tout cas ils avaient des problèmes parce qu'ils n'avaient pas payé. Et le truc c'est que encore une fois, c'était aussi Nokia derrière. Parce que le H265, c'est juste une évolution du H264. Il permet de mieux compresser les vidéos en utilisant plus de puissance. Et bien là, Nokia, qui n'est pas à confondre avec le Nokia qui faisait des téléphones à l'époque, parce que, oui, à l'époque, c'était le même Nokia, mais depuis, la partie téléphone a été revendue à une autre entreprise. Donc là, on parle de Nokia plus technologie, qui fait plus de la télécommunication, voilà, je le prononce correctement. Et donc, ils font des appareils de télécom. Et donc, cette entreprise, qui est vraiment en plus toujours basée en Europe, a toujours en partie les droits, en tout cas sur l'âge 264 et l'âge 265. Et ils ont tout simplement décidé de se faire un maximum d'argent avant que les gens passent à autre chose. Parce que le truc, c'est que le H264, qui a plusieurs noms d'ailleurs, vous pouvez aussi l'appeler le MPEG 4 ou l'AVC. C'est les différents noms qui existent. Un peu comme le H265, vous avez le HEVC et vous avez aussi le X265 qui est l'encodeur qui permet d'encoder en H265. Donc il y a plusieurs noms qui existent, tenez-en compte. Mais du coup, le H264 que vous connaissez, mais vous avez plus en plus d'entreprises, encore une fois, qui essaient de le remplacer. Vous avez Google qui a fait le VP9 et vous avez aussi la V1 qui est sortie il n'y a pas si longtemps, ou en tout cas qui commence à être vraiment pas mal supportée depuis quelques années et qui est par contre, lui, à côté de ça, mais beaucoup plus libre de droit. Et donc, vous avez pas mal d'entreprises qui sont en train d'essayer de passer à des solutions où ils n'ont pas besoin de payer, en fait. Mais le H264 est vraiment... Autant le H265, oui, il est utilisé, mais voilà, il y a moyen de s'en passer. Le H264 est partout. Encore une fois, toutes les plateformes de streaming. Vous avez une caméra qui enregistre en MP4, c'est très probablement du H264. Donc, en payant votre caméra, vous payez en partie la licence pour utiliser le H264. Parce que oui, les entreprises qui utilisent le H264, chaque année, doivent payer
une certaine somme selon leur nombre d'utilisateurs ou leur nombre d'unités vendues. Et ces prix vont augmenter. Ils vont augmenter vraiment pas mal parce que pour, par exemple, pour TikTok ou Instagram qui ont plus d'un milliard d'utilisateurs chaque mois, certainement, j'en suis pratiquement sûr, ils devront payer jusqu'à 4 500 000 $ par an. Et par exemple, tout ce qui est streaming, cloud gaming aussi, 4 500 000. Euh, Vous avez d'autres petites entreprises. Alors, en vrai, vous pourriez vous dire, oh, 4 500 000 pour TikTok, ça va quand même. Mais le truc, c'est que même les petites entreprises doivent payer. Donc, même si vous avez moins de 5 millions d'utilisateurs pour du streaming, donc si vous êtes en mode, je vais faire mon propre Twitch, vous devez quand même techniquement payer jusqu'à 100 000 $ à Nokia, ou en tout cas le consortium derrière le H264, pour justement l'utiliser. Et ça, c'est véritablement abusé quand on y pense. Ça fait 23 ans que le format existe. Il pourrait se dire, ah, ça fait 23 ans, on va le rendre, ou en tout cas, on va diminuer les prix pour que voilà, tout le monde puisse l'utiliser. Non, ils sont en mode, vu que tout le monde va passer à la V1 ou autre chose, avant que notre gagne-pain finisse par s'évanouir, eh bien, on va charger un maximum d'argent. On va vraiment en retirer le maximum. On va en retirer la dernière pièce, vraiment. Et c'est ce qu'ils font exactement ici. Je pense que là, c'est clairement les investisseurs derrière Nokia qui sont en mode, hey, on veut un maximum d'argent, donc retirez-en un maximum. Et ça, c'est une manière de le faire. Il n'y a aucune raison d'augmenter les prix. Il n'y a aucune raison. Le H264, le format est genre finalisé depuis très longtemps. Ils font rien. C'est pas comme si chaque année, ils sortaient une amélioration ou autre chose. Non, ils ne font rien du tout. Le prix était censé plutôt récompenser l'investissement d'avoir développé ça, et puis développer par exemple le H265. Sauf que, oui, l'H265 coûte cher, personne n'a, enfin, pas beaucoup de gens n'ont forcément envie de l'utiliser dans le futur en tout cas, et c'est pour ça que vous avez la V1 qui arrive. Et donc, encore une fois, Nokia voit ça, ils sont en mode, bon, ça va se faire un maximum d'argent avant que le H264 devienne obsolète. Donc voilà, une très mauvaise chose pour les consommateurs, parce que ça va se répercuter sur votre facture, encore une fois, quand vous allez acheter une caméra qui peut encoder en H264, quand vous allez même regarder sur Twitch, techniquement, indirectement, vous allez le payer. Alors des fois, ce sera quelques centimes, mais quelques centimes, c'est quand même un ajout sur le prix qui n'aurait jamais dû arriver. Parce qu'encore une fois, ce format existe depuis 23 ans et jamais ils auraient dû augmenter le prix. Mais bon, on en est là, donc maintenant, on ne peut pas vraiment l'arrêter. Et maintenant, c'est l'heure des deals de la semaine. On a quelques deals intéressants. D'abord, sur un écran de chez LG. C'est un écran 27 pouces, c'est un peu grand, mais il est en Full HD, 144 Hz. C'est toujours une dalle IPS, mais pas Fast IPS, tenez-en compte. Et pour seulement, surtout, c'est ça le plus important, 93 euros. Et c'est aussi un écran avec en réalité un pied qui est plutôt sympathique, même s'il n'y a pas beaucoup de réglages, on va être très honnête. Mais le design est plutôt sympa, ça fait pas écran cheap, alors que c'est clairement un écran cheap. Après ça, vous avez aussi un autre écran ici de chez MSI. Et là, nous avons un de ces fameux écrans dual mode. Donc c'est un écran 4K 200 Hz, ce qui est déjà vraiment pas mal pour beaucoup de gens, 27 pouces d'ailleurs. Et vous avez un dual mode qui vous permet de passer en mode Full HD. Donc on le voit ici, vous pouvez passer en mode Full HD 320 Hz. D'ailleurs, ici c'est écrit 4K 160 Hz. À mon avis, peut-être il y a un mode overclocking. Mais même 4K 160 Hz, je pense que même avec une 5090, vous allez avoir du mal à faire tourner dans certains jeux. Et donc là, vous avez, selon moi, un écran qui serait parfait pour un créateur de contenu ou juste quelqu'un qui fait de l'édition photo. Vous avez très bonne densité de pixels quand vous en avez besoin. Mais après, vous pouvez passer en Full HD pour juste jouer et seulement pour 289 euros. Donc ça, c'est très bon comme prix. Après, on a l'alimentation de chez Corsair, toujours en promotion. C'est le modèle RM1000E en 2025 qui est en promotion ici. Donc il est Full ATX 3.1 et PCI Express 3.1 pour 119 euros pour le modèle 1000 watts. Mais vous avez aussi le modèle 850 watts qui est en promotion. Donc si on regarde ici le prix update, il est à 94 euros. Et vous avez même aussi le modèle 750 watts qui est en promotion. Lui, il est à 84 euros. Et puis vous avez peut-être le modèle 650 watts. Non, lui, il est en mini promotion. Bon, à ce moment-là, je pense que prenez directement le modèle 850 watts ou le modèle 1000 watts, parce que c'est les deux plus intéressants en termes de prix. Et le modèle 1200 watts, par contre, oui, c'est l'ancien RM 2023, et là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ensuite, nous avons du téléphone en promotion avec ici le Nothing Phone 3A, qui est un excellent smartphone. Surcouche Android ultra clean. C'est vraiment Nothing sont pour moi au même niveau que la gamme Pixel.
Ils ont toujours aussi des très bonnes photos, même si les pixels restent un peu au-dessus. Mais derrière, ici, vous en avez beaucoup plus pour votre argent parce que vous avez 256 Go de stockage, un écran AMOLED de 6,77 pouces, la charge rapide 50 watts, ça, ce que vous ne verrez pas chez Google à ce prix-là, ça, c'est sûr. Et toujours un assez bon module caméra. Franchement, pour la majorité des gens, ce serait largement suffisant. Et en plus, là, c'est le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a aussi un modèle 8 plus 128, mais celui-là, il est aussi en promotion en réalité. Même si, selon moi, pour la différence de prix, prenez le modèle au-dessus. Franchement, là, vous serez tranquille à un très bon moment. Donc, dans tous les cas, très bon téléphone et c'est le prix le plus bas qu'on a vu depuis, basiquement, c'est le prix le plus bas qu'on a jamais vu en fait. Ensuite, nous avons un produit un peu spécifique, mais qui pourrait intéresser pas mal de gens. Et c'est tout simplement un Switch KVM de chez Ugreen, qui est une bonne promotion ici, parce que ce genre de Switch en réalité coûte assez cher en général. Et là, vous avez, comme vous pouvez voir, deux inputs. Donc, vous pouvez brancher deux PC différents, jusqu'à trois écrans sur chaque PC. Ils ont chacun un USB jusqu'à 5 gigabits. Et après, ben, comme vous pouvez voir, le Switch KVM, lui, a plusieurs USB où vous pouvez mettre souris, clavier, ce genre de périphérique. Et puis après, derrière, ben, via le bouton sur le KVM ou via une petite télécommande, vous appuyez sur le bouton et tous vos écrans, votre clavier, votre souris passent automatiquement sur l'autre PC. Et comme ça, vous pouvez switcher d'un PC à l'autre à la volée très rapidement. Très pratique. En général, comme j'ai dit, ce genre de Switch KVM coûte assez cher et là, il est à très bon prix selon moi. Vous avez tous les câbles de fourni aussi, ce qui est assez important parce que des fois, il n'y a aucun câble de fourni, vous avez juste le strict minimum. Et là, vous l'avez pour 97 euros. Franchement, si vous avez besoin d'un KVM, c'est juste excellent comme offre. Ensuite, nous avons enfin les tests indépendants des nouveaux Snapdragon X2 Elite qui sont sortis. Donc, c'est évidemment la deuxième génération de Snapdragon sur PC, sur Windows qui arrive. Bon, techniquement, il y a eu d'autres générations avant, mais on va juste ignorer ça. Et du coup, ben, on a quelques tests qui sont sortis. Pas grand-chose en réalité, comme vous pouvez voir. Il y a eu aussi, voilà, je vais y arriver, des tests de gaming qui ont été faits. Et la conclusion est que ben, ils sont vraiment bons en fait. Ils sont très impressionnants en termes de performance. Donc si on va regarder peut-être, ben, justement, on va aller voir Hardware Canucks parce que j'aime beaucoup la chaîne. On peut voir que déjà au niveau de l'utilisation de la batterie, qui est un facteur assez important, on peut voir que certains de ces Snapdragon X2 ont des chiffres de batterie estimés qui sont très très bons. Donc là, on voit notamment le X2 version 88-100. Oui, les noms sont vraiment mauvais, mais bon, c'est pas grave, on va juste ignorer ça. Mais cette version-là, qui est dans le ZenBook A14, qui est un portable donc de 14 pouces, vous pouvez voir qu'il peut atteindre jusqu'à 30 heures d'utilisation web, c'est-à-dire juste aller sur le web. C'est un test custom qui est fait par Hardware Canucks, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Alors que, par exemple, le concurrent qu'on pourrait dire direct en partie, qui est la puce M5 d'Apple sur le MacBook Pro 14 pouces, qui est techniquement meilleur que le MacBook Air, atteint seulement 18h50. Vous avez les nouveaux processeurs Panther Lake qui sont vraiment bons. Eux dépassent les 23 heures et même 26 heures sur le ZenBook Duo. Le ZenBook Duo, toutefois, a une grosse batterie de 99 Wh, donc tenez-en compte. Là, le Core Ultra sur cet ordi a une batterie de 70 Wh, tout comme d'ailleurs l'Apple M5 ici, 70 Wh, et c'est aussi un 14 pouces. Et là, encore une fois, le ZenBook A14 a aussi 70 Wh et toujours sur un 14 pouces. Donc ça nous permet de les comparer vraiment parce qu'ils ont une taille similaire, une batterie similaire. Et vous pouvez voir que, ben oui, même Intel arrive à même faire mieux que des fois Apple. Et derrière, ben, les Snapdragon arrivent à faire encore mieux. Après, tenez compte, c'est un chiffre dans juste une utilisation web. Donc, c'est pas représentatif de tout ce que vous pourriez faire sur un PC. Donc, il y a aussi un test de streaming. Et là, par exemple, Apple montre à quel point ils ont optimisé le streaming à fond parce que la puce M5 ici arrive à dépasser toutes les autres puces. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Et on voit encore une fois que, toutefois, que ben, la puce, encore une fois, de chez Qualcomm, tenez compte, c'est pas ce chiffre-là, parce que ce chiffre-là que vous voyez en dessous, c'était avant la sortie. Donc le chiffre ici, hein, avec encore une fois le ZenBook A14, est très impressionnant. C'est même l'un des meilleurs. Meilleur que Intel, meilleur que AMD aussi, on le voit ici. Il y a AMD ici avec le HX 370, même si AMD, ils sont à la ramasse. Si vous regardez, ils sont à la ramasse. Hein. Par rapport à tous les autres, dans le web et tout ça, juste à la ramasse. Au niveau de l'efficacité énergétique sur ordi portable, AMD, ils ont encore du travail à faire. Mais une chose est sûre, oui, au niveau déjà batterie, très impressionnant. Mais bon, la batterie, c'est une chose.
les performances, c'était une autre. Donc, si on regarde par exemple les performances sur Cinebench 2024, ces nouveaux Snapdragon battent littéralement toutes les autres puces similaires en tout cas. Donc, que ce soit les anciens Snapdragon, les nouveaux Panther Lake ou même l'offre de chez AMD, qui encore une fois, c'est le HX 370, mais il est très similaire au HX 470, donc tenez-en compte. Même le nouveau processeur de cette année-ci d'AMD va être totalement dépassé. Et c'est le cas dans pas mal de logiciels. Donc là, on a Cinebench avec un seul thread. Donc là aussi, ils ont des très bonnes performances sur un seul thread. Même si Apple, par contre, montre que, oui, sur plusieurs threads, comme la puce M5 a seulement 10 cœurs, la puce ici, Snapdragon, elle en a 18, si je me souviens bien. Mais forcément, elle a un meilleur score. Mais si on regarde en single cœur, donc sur un seul cœur, ben Apple, là, par contre, reprend du poil à la bête parce qu'ils ont juste une bien meilleure architecture ici. On peut voir aussi dans Handbrake que si le chiffre apparaît, voilà, l'encodage d'une vidéo est très bon. D'ailleurs, en MP4, ça fait référence à la news que j'ai parlé aussi dans ce Texama Show. Donc, encore une fois, des chiffres très bons. Mais c'est pas parfait dans tous les logiciels. Donc là, dans Lightroom, c'est plutôt bon aussi. Et dans Photoshop aussi, c'est plutôt bon en réalité. Mais il y a certains logiciels où juste, voilà, ces Snapdragon ne sont pas forcément les meilleurs. Donc là, on voit Handbrake. Oui, Handbrake, avec l'encodage GPU, mais Apple fait mieux. Même AMD arrive à faire mieux alors qu'ils étaient à la ramasse. Et même Intel arrive à faire mieux sur en tout cas leur meilleur processeur. Donc là, ils sont un petit peu en retrait par rapport à leurs concurrents. Et c'est le cas dans plus de logiciels. Vous avez par exemple ici DaVinci Resolve est moins optimisé pour ces nouvelles puces, même si évidemment elles viennent de sortir, donc il faut leur laisser un peu le temps d'optimiser. Mais même les puces de l'année dernière, comme vous pouvez voir, enfin, l'année dernière, voilà 2 ans en réalité maintenant qu'elles sont sorties, étaient totalement dépassées par contre par même Apple là, qui est hyper bon. AMD qui était pourtant dans les plus mauvais, qui se fait dépasser clairement par Panther Lake, arrivait à dépasser quand même cette puce X1. Et même là, la puce X2 arrive juste à se mettre pas très loin de la puce AMD. Donc, pas forcément le meilleur résultat si vous utilisez DaVinci Resolve. Et maintenant, vous avez les jeux vidéo. Et on peut le voir d'ailleurs dans la news qui sera plus facile au niveau des graphiques. Dans les jeux vidéo, ces puces sont en réalité plutôt impressionnantes selon moi. Comme vous pouvez voir, dans Rainbow Six Siege, vous avez des chiffres de performance qui ne sont pas les meilleurs. Les nouveaux Core Ultra ont un très bon GPU, donc là ils sont imbattables. Mais comme vous pouvez voir aussi, Qualcomm arrive à se placer juste au-dessus de ce que fait AMD avec le HX 370 qui utilise pour information le même GPU que vous avez dans la puce Z2 Extreme. Donc ça veut dire que Qualcomm pourrait sortir une console mobile qui serait plus performante que même la ROG Ally X. Donc ça c'est quelque chose qui est assez notable. Par contre, évidemment, ça dépend des jeux. Alors là, Cyberpunk est plutôt bon aussi. Vous avez Baldur's Gate qui est très bon aussi, mais c'est pas parfait partout. Là, on a Rainbow Six, ouais, c'est le premier Rainbow Six Siege, oui. Il y avait plus de chiffres normalement. J'avais vu un autre jeu où c'était Dota 2, voilà, c'était Dota 2 où là, par contre, ouais, AMD fait mieux, Intel fait beaucoup mieux, même Apple fait mieux aussi. Et là, ils sont clairement à la ramasse. Donc, c'est pas parfait dans tous les jeux. Et il y a le problème aussi de la compatibilité parce que ces puces Snapdragon sont des puces ARM. Le problème, c'est que du coup, Windows est obligé de traduire les instructions qui étaient normalement destinées à un processeur x86 tout simplement les traduire vers des instructions que peut interpréter ce processeur ARM. Et dans certains logiciels, ça va. Il y a aussi certains logiciels qui ont été mis à jour pour supporter l'architecture ARM, notamment la suite Adobe. Certains logiciels sont déjà à jour, mais ils ne sont pas tous à jour. Donc certains, il faudra traduire ces instructions. Et c'est notamment le cas des jeux vidéo. Tout est traduit à la volée. Alors les dernières technologies de traduction à la volée des instructions sont vraiment très bonnes. On a réellement des très bons chiffres de performance quand on y pense, mais c'est pas parfait. Et le truc, c'est qu'il y a certains jeux qui vont juste refuser de fonctionner. Certains jeux avec des anti-cheats, notamment, hein, voilà, on fait référence à l'autre news, eh bien, eux, par contre, des fois, ils fonctionneront littéralement pas du tout. Donc, utiliser ces puces Snapdragon 2, X2 plutôt pour jouer, voilà, des fois, ce sera très bancal. À ce moment-là, Intel est juste bien meilleur. Même Intel, qui est considéré pas comme le meilleur pour jouer aux jeux vidéo, même s'ils ont des très bons GPU en ce moment, parce que leurs drivers sont... Voilà, ils doivent encore rattraper un peu de retard. Même Intel est largement meilleur ici que ces puces Snapdragon X2. Donc, ouais, ça va être compliqué pour Qualcomm. Le dernier point qui va être compliqué, c'est le prix. Alors, il y a des prix qui sont sortis. Il y a même eu une news comme quoi, justement, le ZenBook A14 qu'on voit ici, dans pas mal de ces tests, a augmenté en prix après la sortie. Donc, à peine il était sorti, ils ont réaugmenté le prix. Donc, ça, c'est problématique. Et il me semble que je l'ai vu
à 1 500 € minimum. Donc 1 500 € pour ce genre de performance. En réalité, 1 500 €, c'est cher. Pour être très honnête, c'est cher. Mais si vous regardez ce que offre Apple pour à peu près le même prix, c'est justement cette puce M5 dans le MacBook Pro 14 pouces. Donc c'est similaire, alors que évidemment Qualcomm offre plus de RAM, plus de stockage. Panther Lake est aussi très cher. Les Core Ultra 300 commencent à arriver sur le marché, mais tous les ordinateurs qu'ils utilisent sont hyper chers. Mais alors vraiment hyper chers, à un point que c'est juste abusé. Et derrière, ben, AMD, ils sont moins chers parce qu'ils utilisent le même processeur depuis je ne sais combien d'années. Ils sont en mode, on recycle, mais au moins, on est moins cher. Donc, en réalité, oui, même s'ils sont raisonnables au niveau prix, si vous arrivez à les trouver en tout cas à un prix raisonnable, ça reste cher. Ça reste vraiment cher pour ce que c'est. Et surtout, des fois, vous allez avoir des problèmes de compatibilité. Donc ouais, c'est vraiment le problème encore une fois de ces puces Snapdragon X2. Ensuite, nous avons aussi Nvidia qui voudrait bien se lancer sur le marché ARM d'ordinateurs portables parce que nous avons ici une première photo d'une supposée carte mère qui utilise la fameuse puce Nvidia N1. La puce Nvidia N1 est la même puce que vous avez dans le DigiX Spark, qui était évidemment ce mini PC Nvidia qui était fait pour tout ce qui est LLM en local, avec jusqu'à 128 Go d'ailleurs de RAM. C'est un peu le concurrent d'ailleurs de Strixalod chez AMD ou même du Mac Studio, en quelque sorte, sur certains points en tout cas. Et du coup, cette image nous montre une carte mère qui est clairement une carte mère d'ordi portable. On a d'abord un slot ici qui permettra de mettre un ventilateur. On a des slots M.2. Certainement, un sera utilisé pour une carte Wi-Fi, l'autre sera utilisé pour le SSD. On a évidemment le processeur. Et puis quelques ports à certains endroits, mais c'est clairement aussi une carte mère de test à mon avis. Donc tenez en compte, ce ne sera pas dans un produit fini. Et donc ils sont en train d'y travailler. Mais le truc, c'est que Nvidia a des priorités qui sont différentes ces derniers temps parce que le marché de l'IA rapporte énormément d'argent. Donc faire ça, oui, c'est intéressant. Je pense que quand ils ont vu la sortie des puces M1, ils se sont dit, hey, nous aussi, on pourrait faire ça. On a déjà toutes les pièces. On a déjà des CPU ARM. On a déjà des bonnes architectures GPU. On pourrait juste mettre tout ça sur un même package et faire un ordinateur portable similaire à ce que fait justement Apple. Et maintenant que vous avez Windows qui se lance de plus en plus sur l'ARM, ils ont clairement une possibilité de se dire, oui, on va faire la même chose que Apple a fait, mais sur Windows, en partenariat avec Microsoft, et on va sortir notre propre MacBook en quelque sorte. Ils pourraient totalement le faire. Bon, ils ne le feraient pas directement eux-mêmes. Évidemment, ça passerait à travers des partenaires, genre Asus et tout ça, tenez en compte. Mais ils ont déjà toutes les pièces en main. Ils pourraient le faire littéralement maintenant s'ils le voulaient. Tout existe en tout cas. Il n'y a rien qui les empêche. Donc, on sait que ça arrive. C'est juste que, bon, on ne sait pas quand ça va arriver. Cette photo d'une carte mère est plutôt prometteur. Ça montre que clairement, ils sont en train de travailler dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura un produit dans une semaine ou même dans un an. Parce qu'ils pourraient continuer de travailler dessus et juste ne rien sortir. Mais moi, personnellement, je serais très intéressé. Parce que juste avoir Qualcomm qui fait des puces ARM sur Windows, voilà, ça manque de concurrence, clairement. C'est une force de Windows, il y a de la concurrence. Donc avoir un deuxième acteur serait bien. En plus, l'avantage, c'est que Nvidia a juste des excellents GPU, contrairement à Qualcomm où c'est un peu bancal, voilà. Nvidia aussi a une bien meilleure réputation au niveau du fait de supporter leur matériel dans le temps, donc contrairement à Qualcomm. Et donc, ils pourraient vraiment sortir quelque chose qui est aussi bon que ce que fait, selon moi, Apple. Ils ont les ressources, ils ont le budget derrière, c'est une entreprise qui a des talents derrière, donc ils pourraient totalement le faire. Et honnêtement, ce serait cool à voir. Parce que là, Apple est clairement... Ils sont dans leur propre... Dans leur propre... j'allais dire quoi? Dans leur propre monde, voilà. Il n'y a pas vraiment de concurrent à ce que fait Apple en ce moment. Oui, vous pouvez prendre les nouveaux Panther Lake, en quelque sorte, ils sont très efficaces au niveau énergétique et tout ça, mais derrière, vous êtes un peu retenu par certains problèmes de Windows. Et puis, Panther Lake coûte la peau des fesses, comme j'ai dit avant. Donc, en réalité, les Mac Apple, si vous vous concentrez pas sur la quantité de RAM, parce que c'est voilà, souvent le problème, ils mettent pas beaucoup de RAM, pas beaucoup de SSD, mais si vous regardez la puissance brute, ce que vous obtenez dans l'ordinateur portable, notamment le MacBook Neo, vous en avez beaucoup en fait. C'est juste que les specs paraissent pas impressionnants, clairement,
mais derrière, vous avez vraiment un très bon appareil. Et c'est ça que Apple est juste, il maîtrise littéralement ça. Il y a aucune autre marque qui arrive vraiment à les concurrencer directement. En tout cas, pour le même prix. Parce qu'encore une fois, Panther Lake coûte assez cher. Il y a certaines marques qui s'en rapprochent. Et sur Windows, clairement, vous avez plus pour votre argent. Vous avez plus de RAM, plus de SSD. Mais derrière, vous êtes un peu retenu par l'expérience Windows. Donc là, je pense que Nvidia, avec leurs moyens, pourrait juste dire hey, on va faire notre propre, en quelque sorte, MacBook. On va faire un design, en tout cas, on va laisser des marques l'utiliser. Et puis derrière, si Microsoft fait pas trop de merde, on pourra avoir une très bonne alternative au MacBook. Donc, personnellement, je serais très intéressé. Je pense que cet ordinateur sera clairement orienté création, un peu comme le MacBook l'est, parce que c'est le marché des MacBooks. Oui, ils peuvent jouer à des jeux vidéo, mais c'est clairement des ordinateurs portables faits pour travailler, ou en tout cas faits pour le multimédia, pour les MacBook Air notamment. Et du coup, cette puce N1 de Nvidia serait clairement orientée là-dessus. Même si vous avez un énorme GPU Nvidia, même si vous pourrez jouer avec, je pense que le but, ce sera ici plus pour la création. Ce sera vraiment pour sortir, encore une fois, un ordinateur portable professionnel qui se concurrence le MacBook. Donc, on verra bien ce que ça donnera, si ça arrive, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune garantie. Mais j'espère vraiment que ça va arriver, parce que ce serait génial. Ensuite, nous avons une news comme quoi Microsoft commence à enfin régler des problèmes sur Windows et surtout retirer Copilot à certains endroits où il n'aurait jamais dû être ajouté, on va être très honnête. Donc, il commence à écouter un petit peu les gens. Et donc, ça a été le cas notamment dans Notepad, donc le bloc-notes et l'outil de capture d'images. Vous avez le bouton Copilot qui était, comme vous pouvez voir ici, présent sur Notepad. Donc, c'est ce petit bouton Copilot, je pense que vous le connaissez tous avec une partie colorée. Enfin, c'est ce bouton très coloré qui, en réalité, à quoi il ressemble? Je ne sais même pas comment le décrire pour ceux qui font qu'écouter le podcast, mais vous avez déjà vu le bouton Copilot. Et le truc, c'est qu'ils l'ont retiré. On peut voir notamment ici sur Notepad, il a juste disparu. Ils ont rajouté un bouton juste outil d'écriture. Donc certainement dans ce bouton d'outil d'écriture, vous pourrez toujours aller accéder à Copilot indirectement, mais au moins maintenant, vous avez plus ce truc qui vous est forcé littéralement dans votre champ de vision en mode Hey, utilise Copilot, ce qui est sûrement une bonne chose parce que Copilot, on va être très honnête, déjà c'est pas la meilleure IA, c'est ça le problème. C'est si encore Copilot était le meilleur modèle d'IA à l'heure actuelle, ok, l'intégrer dans plus de choses, je vois la stratégie. Mais le truc c'est que Microsoft s'est entêté à intégrer Copilot partout, alors que Copilot est vraiment des fois un peu mais. Alors qu'il est censé être basé d'ailleurs sur ChatGPT, c'est ça que je comprends pas des fois comment il peut être aussi mauvais, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, oui. Copilot, pas la meilleure IA, pas le meilleur modèle d'IA. Et le fait qu'il intègre partout comme ça, ils intègrent un produit inférieur en fait, que les gens n'utilisent même pas et qui sont forcés à avoir tout le temps visible ici. Et c'est ça que les gens n'aimaient pas justement avec cette intégration qui était littéralement forcée. Donc revenir en arrière là-dessus est une bonne chose, même s'il y a encore du chemin à faire. Notamment, j'ai aussi une petite anecdote plutôt, voilà, j'arrive à parler. Sur mon téléphone, j'ai l'application qui était à l'époque, voilà, Microsoft Office 365. Donc, c'est ce service où vous pouvez payer par mois, vous avez un peu de cloud, de stockage dans le cloud, et vous avez accès à Word, Excel, PowerPoint et tout ça. Donc, ils avaient une application, Office 365, sur smartphone. Vous lanciez l'application et vous pouviez sélectionner pour créer un Google Doc. Enfin, un Google Doc, un Word, un Excel. OK. Avec l'arrivée de Copilot, ils ont renommé l'application en Microsoft Copilot 365, je ne sais plus quoi. Donc déjà là, OK, problématique. Ensuite, ils ont fait en sorte que quand vous arrivez sur l'application, c'était Copilot, c'était le chat Copilot. C'était comme ouvrir ChatGPT ou autre chose. Et puis, il fallait aller dans les menus pour juste faire un Word. Et récemment, il faut le savoir, ils ont en réalité redivisé l'application. Mais moi, personnellement, j'ai eu aucune information là-dessus. Je n'ai aucune notification. Il n'y avait même pas un message dans l'application pour m'indiquer ça. Ils ont tout simplement refait des applications pour Word 365. Ils ont fait une pour Excel et une pour PowerPoint. Et du coup, l'application, par contre, Copilot, c'est devenu littéralement juste Copilot. Il n'y avait plus Word dedans. Sauf que moi, je ne le savais pas. Donc, je vais dans l'application et puis je regarde et j'arrivais pas à créer un document Word. Et j'étais en mode What? Comment ça se fait? Il y a même une option où vous pouvez aller dans les justement, vous pouvez demander à l'IA de créer soit un Word, soit un Excel, soit un PowerPoint. Donc je croyais que c'était ça, mais en fait non, c'était juste pour demander à l'IA de créer ça, mais vous ne pouviez pas juste créer un fichier vide et commencer à l'éditer par vous-même. C'était l'IA qui vous aidait à le créer. Donc j'ai vraiment cru qu'ils avaient
littéralement empêché de créer des documents. Mais c'est juste que non. Ils avaient créé une autre application qui marche bien, c'est juste Word, donc ça marche. Mais le truc, c'est que ils l'ont déjà fait par le passé, et j'ai déjà eu le cas. C'est ils prennent un truc existant, ils intègrent Copilot, et puis après, Copilot prend totalement le dessus sur tout, au point même que ben, ça soit devient moins bon, soit ça perd en fonctionnalité parce que c'est rajouté dans une autre application, comme ils l'ont fait là, ou soit même ça augmente le prix. Et c'était le cas justement avec mon abonnement Office 365. Il coûtait, alors, je sais plus c'était combien, on va dire qu'il coûtait 50 euros par an, ok. Eh bien, du jour au lendemain, Microsoft envoie un mail en mode le prix de votre abonnement va augmenter, ça va être maintenant 69 euros par an. Et là, je suis en mode what? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ce que j'ai vu, en fait, c'est que ils ont rajouté Copilot sans me demander, sans demander à leur utilisateur. Et ben, du coup, maintenant, Copilot coûte plus cher, hein, les coûts d'IA, data center, donc ils augmentent le prix. Sauf qu'en réalité, mon abonnement que j'avais avant que Copilot arrive, que j'ai payé, que j'ai souscrit, existait toujours. C'est juste qu'ils ont refait un nouveau abonnement qui était genre Office 365 Lite ou je sais pas quoi. Donc c'était exactement ce que j'avais avant, au même prix qu'avant, 50 euros par an, sans le Copilot et tout ça. Sauf que ben, c'était un nouvel abonnement, c'est pareil. Et ça, je suis en mode, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal de forcer les gens à prendre en quelque sorte un nouvel abonnement ou de rajouter des fonctionnalités qu'ils ne voulaient pas, augmenter de prix cet abonnement et puis de techniquement faire exactement le même abonnement qu'ils avaient souscrit à la base sous un autre nom à l'ancien prix. Ça me semble être... Bon, s'ils le font, c'est forcément légal, je le sais, mais ça me semble être vraiment mais à la limite du légal. Parce que je pense que quand vous acceptez de souscrire un abonnement, oui, dans les conditions d'utilisation, ils peuvent changer cet abonnement hein, chaque année et tout le tralala. Mais ça me paraît vraiment illégal de, en quelque sorte, il me forçait vers un abonnement supérieur en changeant mon abonnement actuel, mais en gardant mon ancien abonnement sous un autre nom. Encore une fois, ça me paraît très à la limite de la légalité. Donc, enfin bref, petite anecdote personnelle, juste pour montrer que, oui, Microsoft, je vous déteste. Réellement, je déteste Microsoft ces derniers temps. Des fois, je m'arrache les cheveux. Vous voyez ça? Ça, c'est Microsoft. C'est littéralement Microsoft. À chaque fois qu'ils font des trucs. Le nombre de fois que juste je veux faire des trucs simples et Microsoft est juste là en mode hey, et si on rendait ça beaucoup plus compliqué? C'est le cas notamment si vous jouez à Minecraft. Minecraft maintenant, en tout cas si vous utilisez le launcher officiel, il utilise le Microsoft Store. Et le Microsoft Store, si vous l'avez déjà utilisé par le passé, vous savez ma peine. Parce que ce logiciel, c'est certainement le pire store qui existe. Ubisoft Connect, Ubisoft Store, tout le tralala, c'est rien à côté. Le Microsoft Store est l'un des pires stores que j'ai jamais vu. Je ne comprends pas, après autant d'années, comment un logiciel peut être toujours aussi, et je m'excuse du mot, merdique. C'est vraiment de la merde. Vous lancez une mise à jour d'un logiciel, il télécharge genre 30 MO et puis ça arrête. Et puis il reste là pendant 10 minutes. Et puis d'un coup, il reprend. Ok. Et puis il met à jour les autres applications, peut-être, des fois. Pas toujours. Vous voulez lancer une application qui n'est pas à jour? Vous pourriez dire, il va mettre ça à jour en priorité? Non, il va mettre à jour d'autres applications avant. Et il va faire encore le 30 MO et puis je m'arrête. Le nombre de problèmes que j'ai avec ce logiciel est abusé. Et c'est juste tout le temps ça avec Microsoft. À chaque fois, un truc qui devrait être simple à faire, que tout le monde connaît depuis des années, c'est maîtrisé comme sujet, ils parviennent à trouver la pire solution de le faire. Je ne sais pas ce qui se passe chez Microsoft, mais bougez-vous les fesses, les gars, parce que franchement, je ne sais pas comment déjà vous êtes autant évalué en bourse, alors que derrière, les produits Microsoft sont de pire en pire. Donc oui, bougez-vous les fesses, parce que là, Linux est en train d'arriver en force, et je peux vous dire que si vous ne vous dépêchez pas, même avec votre bonne foi de retirer Copilot et tout ça, vous allez vous faire très vite dépasser, très vite bouffer si ça continue. Ensuite, nous avons Asus qui va sortir un nouveau câble 12 plus 4 pins qui devrait normalement régler les problèmes justement de ce câble-là. Donc c'est un add-on qui sortira très prochainement, donc pour tous ceux qui ont des alimentations normalement Asus, je suppose. Ceux qui ont déjà une alimentation d'ailleurs auront une réduction sur ce câble, mais il ne sera pas gratuit, donc ça c'est selon moi assez dommage. Et donc, qu'est-ce que ce câble a de spécial? Eh bien, tout simplement, Asus, ici, comme vous pouvez voir, ça se voit assez bien ici. Jusque pratiquement au connecteur, donc ça c'est le côté GPU, ça c'est le côté alimentation. Vous pouvez voir que le câble est plus épais. Donc oui, ils utilisent des câbles plus épais sur la plupart du câble. Un câble plus épais, ça veut dire que il peut supporter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de courant aussi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bon, par contre, juste avant qu'il se branche au GPU, là, il doit retourner à sa taille normale. Donc c'est un peu le problème ici. Il faudra voir si
C'est pas un point de faiblesse. Et derrière, ils auront aussi la possibilité de monitorer et même de réguler en direct le courant qui passe. Donc, ils ont justement fait un test où ils ont coupé 4 de ces câbles 12 volts parce que, tenez en compte, il y a 12 pins, mais il y en a seulement la moitié qui sont utilisés pour faire passer le courant. Donc, tenez en compte. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 6 pins au total qui doivent faire passer 600 watts. Donc là, ils en ont coupé 4. Donc, il n'en restait que 2, normalement, si je ne m'abuse. Et du coup, avec seulement ces 2 restants, ils ont observé que le nouveau câble qu'ils appellent le Rogue Equalizer atteignait une température de seulement 73 degrés. En réalité, ça va parce que avec un câble standard, ces 2 câbles auraient atteint une température de 146 degrés, ce qui est très mauvais. Ça aurait fait basiquement fondre le connecteur. Donc, ils ont fait un test d'ailleurs qui a duré 240 heures avec une charge de 600 watts justement. Et là aussi, ils avaient atteint seulement 55. Et ils ont fait ce test d'ailleurs à 55 degrés de température ambiante pour justement confirmer que oui, ce câble reste en dessous clairement de la température maximum de 105 degrés qui est recommandée au maximum. À partir de 105 degrés, ça pourrait justement causer le fait que le connecteur commence à fondre et ce genre de choses. Donc, il semble vraiment fonctionner. Ils vont aussi apparemment rajouter dans Armoury Create le fait de pouvoir monitorer la tension qui passe sur chacun des pins. Donc, ça, c'est aussi une très bonne chose. Mais en attendant, oui, déjà là, rien que le fait que ça rajoute de la marge sur le câble, ça devrait éviter la plupart des problèmes. Alors, le truc, c'est que il faut quand même le reconnaître. Ce câble, selon moi, oui, était mal designé. Ils ont mal designé dès le début. On le voit, c'est clairement, on peut le dire, Nvidia qui a rushé parce que les RTX 3000 utilisaient la première version de ce câble qui n'était même pas finalisée. Il n'y avait même pas les 4 pins de connexion de données pour monitorer, qui d'ailleurs n'ont jamais vraiment été utilisés, mais enfin bref. C'est juste des câbles qui permettent de confirmer que c'est connecté, mais ils ne font pas plus que ça. Mais dans tous les cas, ils avaient été les premiers à intégrer ça. Et puis, il y a eu la version finalisée du câble qui a été rajoutée d'ailleurs dans la dernière norme ATX et qui arrive avec la RTX 4000 et qui est aussi utilisée évidemment sur RTX 5000. Ils ont aussi du coup fait une révision de ce câble après qu'il y a eu des problèmes pour augmenter la profondeur du câble, pour avoir une meilleure connexion, diminuer la tolérance aussi des pins pour éviter que des fois certains pins ne touchent pas parfaitement et que ça augmente la résistance et que ça fasse chauffer plus. Donc ils ont fait pas mal de corrections sur un câble qui était censé être finalisé, hein, et derrière, mais il y a toujours des problèmes parce que derrière, des fois, il peut juste encore être mal connecté ou des fois, juste, vous n'avez pas de chance et il y a un problème au niveau de la résistance pour des fois, je ne sais quelle raison parce que, encore une fois, juste le câble a peut-être eu un défaut de fabrication ou autre chose et vous avez un des 6 pins qui fait passer le courant, parce qu'encore une fois, vous avez 12 pins, mais il y a 6 qui font passer le courant. Mais un de ces 6 pins, des fois, va avoir plus de résistance. Donc, c'est-à-dire que comme il y a plus de résistance, le courant essaye de chercher le chemin avec le moins de résistance. Et donc, il va peut-être prendre un des autres pins où il y a une plus basse résistance. Donc, vous avez beaucoup plus de courant qui va passer dans ce câble-là. Et il n'est pas designé pour autant de courant des fois. Surtout que le problème ici, c'est que la RTX 5090 notamment, elle peut consommer 600 watts. Donc, elle utilise les 600 watts de ce câble qui est garanti à 600 watts. Sauf qu'en réalité, les câbles ont toujours la marche. L'ancien câble 8 pins que vous aviez sur les GPU garantissait 150 watts, mais derrière, vous aviez la possibilité de même monter jusqu'à 3. Il y a des tests qui ont été faits jusqu'à 300 watts. Ça veut dire que le câble, en réalité, pouvait aller beaucoup plus haut. C'est juste qu'il laissait une énorme marge de sécurité. Sur le câble 12 pins, 12 plus 4 pins, devinez la marge de sécurité. Elle est beaucoup plus basse. Apparemment, la marge de sécurité sur ce câble 12 plus 4 pins serait de 660 watts. Donc oui, ils sont juste 60 watts en dessous de ce qui est considéré comme le maximum de ce câble. Alors, il y a certainement encore un peu plus de marge derrière, on va dire, parce qu'encore une fois, le câble 8 pins, il y a des tests qui ont été faits à 300 watts, mais c'est peut-être possible de monter encore plus haut, hein, parce que des fois, juste le câble est très bien designé et ça marche très bien. Mais dans tous les cas, oui. Le problème de ce câble 12 plus 4 pins, c'est que pour moi, il a été rushé. Il a été introduit avant d'être finalisé, avant d'être vraiment testé pleinement. Et puis derrière, il a apporté des problèmes. Alors, les problèmes restent limités. En réalité, si vous regardez sur 100 utilisateurs, il n'y a même pas un utilisateur qui va avoir un problème. Le pourcentage de problèmes est vraiment dans les 0, quelque chose pour cent. Ce qui est pas grand-chose, surtout par rapport à pas mal d'autres industries où les taux de retour sont beaucoup plus hauts. Mais ça reste selon moi encore inacceptable parce que c'est plus haut
clairement que ce qu'on avait avec l'ancien 8-pin et l'ancien 6-pin, qui n'était pas parfait non plus, hein, mais voilà, c'était beaucoup plus rare d'avoir quelqu'un qui le branchait mal ou juste que le câble avait décidé de brûler pour je ne sais quelle raison. Donc c'est malheureux d'en arriver à ce genre de situation-là, mais oui, si ce câble equalizer de chez Rogue fonctionne, ben, ça devrait aider justement à régler en partie les problèmes, surtout sur des assez grosses cartes graphiques, encore une fois, parce que si vous avez une RTX 5070, ça va, vous êtes tranquille. C'est vraiment pour ceux qui ont plus des 5080 et 5090. Donc, pas tout le monde, mais ça pourrait être assez important si vous avez payé surtout une carte graphique 5000 euros qu'elle ne brûle pas. Ensuite, nous avons enfin le prix du Ryzen 9 9950X 3D 2, magnifique nom, qui a potentiellement été leaké. Donc, ce serait 899 $, ce qui est 29% au-dessus du prix du 9950X 3D. Donc, en toute logique, en euros, ça donnerait un prix de 949 €. Et il me semble justement dans le podcast Mémoire vive, on s'est amusé à essayer de deviner le prix. Et il me semble que j'étais pas loin de cette estimation-là. Donc, hey, ma foi, voilà. Mais oui, Gauthier et Mathis aussi n'étaient pas très loin non plus. Donc, on verra bien qui aura raison, qu'on aura vraiment le prix. Mais dans tous les cas, le processeur arrive fin du mois et il va coûter la peau des fesses. Il arrive le 22 avril d'ailleurs. Ensuite, nous avons enfin Thermalright qui a annoncé leur mini PC water-coolé. Il avait présenté au Computex, si je me souviens bien, l'année dernière, ouais. Et il n'y avait rien eu depuis. Et enfin, nous avons un vrai produit qui sort. Donc, c'est le Thermalright AI Hydronous. Oui, c'est pas Hydronus. Je m'attendais à plus Hydronus, mais c'est Hydronous. Hydronou, buvons-nous, non, je sais pas, hydratons-nous, peut-être, hydratons-nous, peut-être. R1, enfin bref, j'arrête avec les blagues. 2,6 litres. Ah ben, s'ils mettent littéralement, voilà, ils parlent de litres en parlant d'hydro, voilà, bon, non, ils parlent d'hydro parce que c'est water-coolé. Enfin bref, c'est du coup un mini PC avec le Ryzen AI Max Plus 395. Vous avez jusqu'à 128 Go de RAM partagé entre le CPU et le GPU. Et comme le nom l'indique, oui, il est water-coolé et il est surtout dans un châssis très compact de 2,6 litres. Pour information, c'est plus petit, si je me souviens bien, que même. C'est à peu près le même volume que le GM4 Tech que j'avais testé. Et là, vous avez un full water cooling. Donc, ça utilise un radiateur apparemment de 180 mm. Donc, il est sur le côté, on le voit un petit peu ici. Donc, c'est un peu un radiateur allongé, pas forcément 180 mm de large, un énorme carré, c'est plus un rectangle ici. Et puis vous avez un système de pression statique avec l'air qui passe à travers tout le châssis et ça permet de refroidir. Et le truc, c'est que Thermalright, il faut le reconnaître, c'est certainement une des meilleures marques au niveau refroidissement. Ça, il n'y a juste pas à débattre là-dessus. Ils font des très bons refroidissements. Est-ce qu'ils font les meilleurs toujours? Non, mais ils font des très bons et surtout des très bons pour le prix. Et souvent aussi, ces refroidissements sont plutôt silencieux. Donc, comparé aux mini PC qui utilisent ce genre de processeurs qui, en général, ne sont pas très silencieux, je peux vous le dire, ça pourrait être une très bonne chose pour quelqu'un justement qui veut un mini PC compact, puissant, bien refroidi et surtout silencieux. Mais là, c'est juste le meilleur de tous les mondes. Et en plus, le truc, c'est que Thermalright, en général, ils sont pas chers. C'est un peu leur spécialité. Même si là, il y a un truc qu'ils peuvent pas vraiment contrôler au niveau prix, c'est le processeur et la RAM. Donc, oui. Mais une chose est sûre, à mon avis, ce mini PC sera au même prix que les autres mini PC qui sont juste air coolés. Donc, franchement, ça peut être pas mal. Ensuite, on va parler de quelque chose qui n'intéresse que moi, je vais être très honnête. Vous avez PC World qui a testé un câble Copperlink pour un eGPU, donc un GPU externe. Et le truc, c'est que les câbles Copperlink, c'est littéralement des câbles PCI Express externes. C'est fait normalement pour connecter même des racks serveurs. Donc, vous pouvez connecter plusieurs racks serveurs pour échanger à très haute vitesse. Ou vous pouvez connecter, par exemple, je sais pas moi, vous avez un serveur et vous le connectez à un rack où il n'y a que des SSD. Et donc, tout ce qui est donné passe justement par ce câble. Comme ça vous permet d'étendre le stockage. Un petit peu comme le faisaient certains NAS à l'époque avec le eSATA. Donc, c'est vraiment un port PCI Express externe. Et le truc, c'est que ce câble, en particulier Copperlink, peut faire du PCI Express 5.0 x 16. Donc, c'est un full PCI Express. Le meilleur qu'on a. Alors, bien sûr, ce câble est très très cher, tenez-en compte. Et aussi le boîtier derrière et tout ça. Le matériel est très cher. Mais derrière, il y avait seulement une perte de 2% de performance en utilisant ce GPU externe en quelque sorte. Donc ça, c'est très très bon parce que si vous avez déjà vu des iGPU, le truc c'est que en Thunderbolt, il y a des problèmes. Le Thunderbolt aussi est limité, en tout cas le Thunderbolt 4 était limité à 40 Gbps. Donc c'est-à-dire que oui, vous étiez limité à moins de bande passante que même un port PCI Express 4.0 x 4 parce que le PCI Express
4.0 x 4 peut faire du 64 Gbps. Et derrière, le Thunderbolt, c'était à 40. Et puis même le Thunderbolt 5, qui peut faire mieux, lui aussi se limite aussi à 64 Gbps en réalité, parce qu'il ne peut pas atteindre les 80 Go total pour un iGPU. Donc en gros, voilà, c'était pas la meilleure alternative. On a l'Oculink aussi qui est sorti avec du 64 Go aussi BPS, qui est mieux parce que le truc, si vous n'avez pas tous les problèmes du Thunderbolt, parce que le Thunderbolt, c'est un format, enfin c'est un format qui, c'est pas du PCI Express. Ça utilise en partie le PCI Express, mais ça rajoute une surcouche. Et cette surcouche peut poser des problèmes, surtout si vous n'avez pas les drivers ou autre chose. Alors que par exemple, l'Oculink, c'est comme le Copperlink, c'est un port PCI Express sous forme de câble. C'est un câble PCI Express externe. Et il y a même un câble Oculink qui peut faire du PCI Express 4.0 x 8 d'ailleurs. Il n'est pas très utilisé, mais il existe, donc voilà. Mais le plus utilisé, c'est celui qui permet de faire du PC Express 4.0 x 4. Donc c'est du 64 Gbps encore une fois. Et ça, ouais, ça fait tourner un GPU, mais vous avez forcément des pertes de performance. Parce qu'un GPU a besoin d'un peu plus de bande passante que ça pour fonctionner correctement. Donc mettre une 5090 là-dessus serait ridicule. Par contre, avec ça, c'est loin d'être ridicule. Mais bon, comme vous pouvez voir, par contre, le iGPU est plutôt massif, on va être très honnête. On dirait littéralement même un PC derrière. Et c'est parce que justement, ils ont besoin de tout le matériel pour faire tourner ça. Donc, il y a une alimentation ici. Vous avez le récepteur Copperlink ici, qui est massif d'ailleurs. Parce que forcément, pour faire passer autant de lignes PC Express. Et puis, ça, c'est juste remis sous forme d'un slot PC Express. Donc, ça prend forcément beaucoup de place comparé à un iGPU normal. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'un PC Express 5.0 x 16. Mais imaginez juste, si plus d'entreprises utilisaient l'Oculink, notamment, on pourra avoir un futur où les GPU externes sont tout à fait valides. Surtout que l'Oculink est très compact. Et je suis en train d'ailleurs de prévoir une vidéo sur l'Oculink, parce que notamment le Framework 16 est un des seuls ordinateurs portables où c'est très facile de rajouter l'Oculink. Et donc j'aimerais justement le faire et voir ce que ça donne d'utiliser un GPU externe là-dessus. Donc ma foi, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer cette vidéo. Et du coup sur cette news très spécifique, on va rester là pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge. Je vous rappelle de ne pas hésiter à aller voir dans la description notamment le podcast Mémoire Vive et également le document de vente si vous êtes intéressé par certaines choses d'occasion. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!